Bonjour à tous, c'est Anto, bienvenue pour le 36e Space Actu Synthé, un média spécialisé sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Ce soir au menu, nous allons débriefer Pau ASSE. Donc, nous allons également aborder le cas Étienne Green et ensuite une analyse du match. Et en deuxième partie, l'avant-match ASSE Bordeaux avec un invité supporter bordelais que je présenterai plus tard. Pour m'accompagner ce soir, la plume d'actu synthé Snowgiz. Comment vas-tu mon Snow? Salut Anto, salut tout le monde. Ça va très bien. Ça va très bien. Également l'œil du hashtag Ours du Forez. Comment va mon ours? Salut Anto, salut tout le monde. Bah écoute, je vais très très bien. J'espère que nos auditeurs vont très bien aussi. Je serai comme d'habitude présent sur le hashtag SpaceACS relier tous vos messages à notre magnifique discussion. Donc n'hésitez pas à bombarder un petit peu ce hashtag. Voilà. Parfait. Nos invités ce soir. Donc nous avons notre habitué des Space Access depuis presque, j'ai envie de dire, le début. Vincent Davas, donc spécialiste de la data. Salut mon Vince. Salut à tout le monde. Salut. Et le deuxième invité qui nous fait l'honneur et qui a accepté l'invitation, Gino Forte, supporter bordelais. Bonsoir à toi Gino. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation les mecs, et puis bonsoir à tous les supporters, qu'ils soient stéphanois ou girondins, voilà, un vrai plaisir d'être à vos côtés. Je savais pas qu'il y avait des supporters à Bordeaux. Non, il y en a beaucoup, on est un club mythique et qui a une belle communauté. Je te taquine Gino, je sais bien. Oh mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude, mais on est là et on est présent comme votre beau club de Saint-Étienne aussi, et je pense que on a une belle communauté fidèle. Tu dois avoir un petit problème de micro. Tu es parti sous la couette, Gino. Reviens. Ouais, vous m'entendez? Ouais, là c'est mieux. C'est bon. Ouais, super. Ouais, comme je disais, on a une belle communauté, comme on a pu le voir à Paris samedi dernier. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Alors messieurs, nous allons commencer par un petit résumé du match, donc pour AS Saint-Étienne. Donc encore une soirée compliquée pour l'AS Saint-Étienne. Le club du Forez qui se déplaçait sur la pelouse du Pau FC n'a pas réussi à l'emporter. Ouverture du score des Stéphanois sur leur seule occasion franche. Les Verts mènent à la mi-temps 1-0. Une deuxième mi-temps complètement ratée jusqu'à l'expulsion d'Étienne Green peu après l'heure de jeu qui a relancé les Palois. Une égalisation tardive sur penalty qui vient sauver les Verts d'une nouvelle défaite. Les buteurs côté stéphanois, Mouton et Pintor. Et du côté palois, CV par deux fois. Donc ancien stéphanois et ancien bordelais, si je ne me trompe pas. Messieurs, nous allons commencer par un top flop, tour de table. Mon Snow, est-ce que tu peux me donner tes top flops, s'il te plaît, sur ce match? Bon, écoute, sur les tops, j'ai envie de dire Crasso, comme d'habitude. J'ai bien aimé Mouton aussi. Et puis, mon cœur balance. Je vais dire Palencia en top, parce que je les ai trouvés une fois de plus très fiables les deux, vraiment. Flop, j'ai envie de dire la pelouse de Pau, qui m'a semblé rebondissante et sèche. Évidemment, Étienne Green, forcément. Et après, je mettrais un petit Chambos que je trouve un petit peu moins visible. Voilà. Ouais, ok. Alors pour Palencia, ça a fait débat sur le réseau. Bon, voilà, il y en a qui le défendent, d'autres qui l'enterrent. Voilà, ouais, bien sûr. C'est un joueur qui fait débat. Mon ours. Eh ben écoute Anto, moi je vais être très clair en top. Je vais mettre Louis Mouton, puisqu'il a été buteur et que j'ai trouvé plutôt très incisif au milieu de terrain. Je vais mettre aussi Briançon, que j'ai trouvé très bon en défense centrale, qui a vraiment fait un bon travail. Même la défense centrale, généralement, a pour moi fait un bon match. Et puis je vais quand même mettre la rentrée de Wadji, qui va aller provoquer ce penalty et qui a fait une rentrée plutôt remuante, malgré le peu de ballons qu'il a eu.
C'est vrai. En flop, là, je suis obligé malheureusement, on va tirer sur l'ambulance, hein, mais il n'y a pas trop le choix. Mais Etienne Green, hein. Comment c'est possible de reprendre un rouge alors que c'est son premier match après ses matchs de suspension? Donc, encore un rouge. Faut se poser la question, on va se la poser. J'ai pas trop aimé Masson. C'est vrai que Masson, il était sur un nuage depuis 2 matchs et puis là, non, on retourne un peu à la réalité. Un Masson qui était un peu fatigué, on l'a senti. Et puis, pour finir, je vais dire clairement la pelouse de Pau, qui était pour moi vraiment, c'était pas une pelouse de championnat professionnel pour moi. Ouais, effectivement, c'était un terrain assez compliqué. Vincent, est-ce que tu as regardé le match et est-ce que tu peux nous donner ton avis? Je l'ai regardé. J'ai un peu d'habitude. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu te régales Là, un peu moins. Donc, on va en débattre et développer tout ça après. Au niveau des tops, moi, je parlerai de la main. Bon, mis à part certains joueurs que vous avez évoqués, comme Crasso, Mouton, que j'ai trouvé intéressant. Je suis content pour Mouton. Bon, Crasso, de toute façon, il est à un niveau équivalent à chaque match et Dieu sait qu'il est important dans tout ce qui se passe actuellement. Moi, c'est la mentalité, le fait d'être à 10 et de revenir au score. J'ai trouvé ça quand même pas mal. Donc, c'est vraiment le truc que je voulais soulever. Et en flop, il y en a 3. Etienne, Green, Bordel. Voilà, ce sont mes 3 flops parce que c'est pour moi inconcevable. Et encore le mot faible, je vais rester poli parce que. C'est perfectible. Voilà. Effectivement. Ouais. Ça sera un sujet, du coup, ça sera le prochain sujet du Space. On va évoquer le cas Etienne Green. Pour ma part, alors en top, je vous rejoins donc sur Mouton et Crasso. Et pareil, je rejoins l'ours sur la rentrée de Wadji qui a été intéressante. Ouais. En flop, alors je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais Bouchoirie. Voilà, je l'ai pas trouvé dedans. Sûrement le défi physique a été beaucoup trop élevé pour lui. Chambost aussi qui m'a déçu. Et bien entendu, hein, Etienne Green. Malheureusement, qui nous coûte, je vais pas dire la victoire, mais qui nous coûte, on va dire on a failli prendre une défaite quoi à cause de lui. Et ben c'est l'heure, messieurs. Donc avant ça, nous avons un sondage. Nous allons parler d'Etienne Green. Donc mon ours, si tu le veux bien. Ah bah oui, tout à fait. En plus, il vient d'être posté. Le sondage, c'est donc suite à ce carton rouge, est-ce que la hiérarchie des gardiens est-elle changée? Donc, n'hésitez pas tout simplement à aller voter. Votez les gens, ouais. Et donc, messieurs, nous allons évoquer le cas Etienne Green. Donc, j'ai une question à vous poser. Donc, Etienne Green, stop ou encore? Donc, 2 cartons rouges. A-t-il trop de pression? Est-ce que mentalement il y est pas? Est-ce que voilà, quel est votre avis sur son cas? Moi, je pense que c'est le côté perfectible jeune. C'est vrai que il a, je pense, un travail à faire sur la lecture de trajectoire, peut-être mieux s'orienter dans l'espace au niveau de sa défense et de la profondeur. Après, j'ai pas non plus envie de l'enterrer loin de là. Ça reste quand même un gardien, semble-t-il, prometteur, jeune, avec une marge de progression. Dieu soit loué, mais pour l'instant, je mets un petit stop à Green. Moi, si je suis coach, là, 2 matchs, je peux pas laisser passer 2 rouges où le gardien ne maîtrise pas son geste. Pour moi, il faut le mettre un peu au banc 4, 5, 6 journées. Tant pis, tu refais revenir Dreyer et Green, on va bosser pendant 2 mois tes sorties. Il faut travailler cet aspect-là. Tu peux pas mettre un gardien décemment si toutes les 3 journées il prend un rouge. Tu peux pas. C'est surtout que
pendant le match, en fait, il rate. Bah, déjà, ses relances au pied déjà, sont catastrophiques. La relance dans l'axe qu'il fait pour. Oui, il y en a une. Alors, je ne sais pas qui veut la donner. Il veut la donner à Briançon. Girondon, je crois, ou façon défenseur central. Ou Giraudon, ouais. Giraudon plutôt. Il se déchire complètement. Il se déchire. C'est très très compliqué. En plus, il a pas d'arrêt à faire en fait dans le match. Et voilà. C'est ça, il n'a pas d'arrêt à faire. Et la seule sortie qu'il fait, alors la première sortie, il te démonte Briançon. Et la deuxième sortie, il prend un rouge. Non, mais oui, il n'est pas serein sur ces sorties. Je veux bien qu'il soit jeune, tout ça, mais après, il faut peut-être se poser la question de son niveau réel, en fait. Après, je vais dire un truc, honnêtement. Pour moi, là, clairement, c'est ce qu'il vient de faire, c'est une grosse erreur. Et pour moi, la hiérarchie, elle vient de changer. Pour moi, à l'heure actuelle, si Green, quand il va revenir de sa suspension, Patles ne peut pas le mettre titulaire. Il peut pas. Comment tu vas dire que c'est quel message que t'envoies en fait au niveau même des supporters et de l'effectif en disant le mec il a pris 2 rouges en peu de temps, c'est-à-dire qu'il sortait déjà 2 matchs de suspension, il revient, il prend 2 rouges. Non, c'est pas sérieux. Donc déjà il est obligé déjà de le mettre au placard pour comme l'a dit Snow, c'est au moins 5 matchs dès qu'il revient de sa suspension. Hein. C'est 5 matchs dès qu'il revient de sa suspension. Hein. Donc pour moi c'est-à-dire pendant 7 matchs on doit pas le voir parce que pour moi et après il faut lui dire tu veux ta place de numéro 1, tu bosses. Et tu vas la chercher ta place de numéro 1. On va plus te la donner. Maintenant, c'est fini. Parce que moi, franchement, j'ai pas envie non plus de trop taper. Mais bordel, quoi. Faut pas qu'on soit trop dur avec Green non plus. Parce que si tu descends et que Dreyer, il se foire, oui, mais quand même se le mettre sous pression. Mais il faut lui dire, bouge-toi pour avoir ta place. Rien n'est acquis. Il est assez lucide pour savoir qu'il a déconné et plein gaz, ça c'est clair. Oui, c'est sûr. Sa sortie, je pense qu'il n'a pas forcément besoin d'être aussi vite. Non, déjà, en fait, il doit pas sortir de sa surface en fait. Il peut s'avancer, il y a pas de problème pour réduire l'angle, mais tu sors pas comme ça ta surface. Il sort déjà avant que avant que le joueur de Pau touche le ballon. Donc déjà, le mec de Pau, il aura le temps dès qu'il contrôle, de pouvoir juste déplacer la balle et puis rentrer dans le green pour choper, pour provoquer le rouge du green. C'était aussi simple. Et après, vraiment, si tu dois sortir après, de ta surface. Enfin, gardien, tu peux pas te rater, quoi. Gardien, c'est pour ça que justement, il aurait dû. De l'attaquant, il y a péno, quoi. Alors, justement, s'il aurait dû sortir dès que l'attaquant palois avait le ballon dans les pieds. Là, il aurait pu le choper. Et même, je pense que il y avait Masson et Petro, c'est Giraudon, qui revenaient sur le mec. Donc, il y avait largement de quoi de pas prendre le temps de sortir, que de sortir précipitamment et puis faire cette connerie. Moi, je dis un petit stop temporaire. Oui, il faut passer par une. Donc toi, ce serait plus 5-6 matchs un peu sur le banc. Et pourquoi pas lui redonner sa chance si mais attention, parce que si Dreyer confirme. C'est ça. Oui. Green, on n'est pas prêt de le revoir. Mon Vincent, ton avis sur la question ? Bon, j'ai été dur au début. J'étais un peu piquant. Je pense que psychologiquement, il est au fond du seau, mais depuis un moment déjà. Ah bon ? Pour moi, ça date depuis déjà un moment, quand on l'avait dit contre Le Havre, où il fait cette sortie qui n'a pas lieu d'être. Il a éteint la lumière, il a tout jeté. Je pense que c'est ça. Et là, j'ai plus le déroulé de l'action en tête, mais j'ai pour souvenir que sur le moment, j'ai râlé parce que, il doit pas sortir. Quand il y a un attaquant qui est au duel avec ton défenseur, quand tu es gardien, tu ne sors pas. Ça, c'est un basique. Mais il me semble que c'est très mal défendu et qu'il y a un problème de positionnement ou de coulissement de joueurs sur le coup. Ça, c'est quand même un peu à sa décharge. Mais pour moi, psychologiquement, il est au 4e sous-sol. Parce que c'est peut-être la concurrence qu'on lui a mis dans les pattes aussi, avec un peu de ces épisodes depuis 1 an ou 2 où Green, pas Green, confiance, pas confiance. Je sais pas. Attention, messieurs, ne pas oublier que Green est là aujourd'hui. C'est un concours de circonstances. Hein. Oui. Mais est-ce que psychologiquement, moi c'est la question que je me pose,
au-delà de ses qualités footballistiques qu'il a ou qu'il n'a pas par rapport à son jeu au pied, c'est pas là la question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a les qualités mentales pour pouvoir assumer une pression inhérente au club de Saint-Etienne aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose sincèrement. Ça, c'est en faisant des matchs, Vincent, tu le sais. Et surtout qu'en plus, j'ai envie de dire, Vincent, il s'est pas rendu à tâche facile parce que il est gardien déjà de Saint-Etienne. Quand tu sais que déjà tous les gardiens, rien que dans les années 2000, ceux qui sont passés, il y a eu quand même des gros gardiens qui sont passés à Saint-Etienne. Et en plus, il choisit quand même le numéro 42, quand même un numéro très significatif dans le coin. Pour moi, il se met il se met quand même une énorme pression sur les épaules, rien que déjà par ça. Donc après, le problème, c'est qu'il faut aussi assumer après. Hein. C'est bien. Moi, je suis pas là pour descendre le gamin, mais faut quand même faut assumer. T'as décidé de faire ce choix, et bah tu assumes. Est-ce qu'on peut susurrer que Green, c'est aussi un gardien qui a besoin d'être chaud dans un match? Paradoxalement, il a besoin d'être sollicité pour peut-être se situer, se chauffer les gants, pour prendre confiance. C'est vrai que contre Pau, globalement, il a pris 4 ballons pour aller tirer 6 mètres et c'était à peu près tout, quoi. C'est ça qui tu te dis, t'es pas en danger. T'es pas en danger. T'as une tête ou deux des palois. Parce que, tu vois. Mais tu vois, t'es pas en danger. Derrière, ça tient la route. Et tu vas te faire une sortie qui te coûte le match. Perds, quoi. En plus, tu prends double peine. Tu prends le carton rouge et derrière, tu prends le coup franc. Et c'est ça. C'est tu te dis, qu'est-ce qui lui passe par la tête? C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Encore sur le match du Havre, ok, voilà. Je peux, voilà, t'en as plein, t'en as pris 5, pas de problème. Oui. Mais là, t'as le match en main, tu gagnes 1-0. Qu'est-ce que tu vas te sortir, qu'est-ce que tu vas se déchirer comme ça? Et derrière, ouais, en plus, il va voir l'arbitre, il râle. En fait, non, il râle pas. T'as pris ton rouge. Bah oui, il le touche, hein. C'est pas grand-chose, mais il le touche. Puis sa sortie, elle est pas belle en fait. Tu sais, même le tacle, il est pas joli. Non. Des fois, tu sais, les gardiens, ils sortent, on va dire avec classe, mais là, t'as aucun style en fait. Non, là, de toute façon, là où il sort, il peut plus intervenir avec les mains. On est bien d'accord. Donc ça joue avec les pieds et en mode défenseur, faut tacler. Bon, c'est sûr qu'en termes d'esthétisme, à ce moment-là, tu veux qu'il la touche, point barre. Hein. Tu demandes pas un tacle à la Nesta. Mais moi, il y a déjà ce rouge précédent et ça doit te rester en tête et que. Moi, j'ai jamais vu de ma vie un gardien qui prend 2 rouges comme ça en un mois. J'ai jamais. Et justement, Snow, je pense que son deuxième rouge, il aurait dû servir de leçon. Il aurait dû prendre le temps de bien analyser la situation avant de sortir comme un bœuf. Oui. Calme-toi. C'est pas le moment de sortir, d'aller tout de suite foncer. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il regarde que le mec et pas le ballon. Donc à un moment donné, il a le temps de cadrer. Même tu t'avances au point de pénalty, tu cadres. Au moins tu bouges, tu réduis le champ de tir. Mais complètement. Mais moi, Lours, je suis d'accord avec toi. Lours, je suis d'accord avec toi sur le fait que Green aujourd'hui, il a ce rouge en tête et qu'il le sait, il doit pas faire le con et bouger. Je sais aussi, je pense mais je pense qu'il se voit convaincu dans sa sortie. Et sa sortie, ça veut dire une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation, peut-être pas de communication. Alors ça, sur la communication, il est zéro. Hein. Je pense qu'il est plus proche. Non. Messieurs, j'accueille un intervenant, une personne de Gournis, qui va nous donner son avis sur Green. Donc bonsoir à toi, mon Gournis, tu peux allumer ton micro. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Gournis. J'espère que vous allez tous bien. Merci de m'accueillir. Pour en revenir à Green justement, moi ce qui me fait chier, c'est que dans le match, même si la deuxième mi-temps était pas non plus très bien embarquée, que voilà, le match n'était pas non plus incroyable de notre côté, on prend jamais ce rouge, on gagne le match, même si on gagne pas vraiment avec la manière, on est quand même d'accord. Oui. Et bien sûr que un gardien n'a jamais à faire ça, pour moi, et que pour moi, il doit au moins être sur le banc jusqu'en novembre, quoi. Que voilà, ça lui sert de leçon et tout, que vraiment il regagne sa place et tout. Là, je pense qu'il a perdu la confiance du coach. Même si Batles, il n'a pas trop voulu le montrer, je pense qu'il est en pleine réflexion. Et honnêtement, même si Dreyer, ça n'a pas non plus l'air ouf de ce qu'on a vu sur 2-3 matchs, mais voilà, on est obligé de faire tourner tout. On ne peut pas laisser un gardien qui, dès qu'il revient de suspension, il se prend un rouge de cette manière-là. Donc après voilà, et puis comme vous avez dit, je pense que sur ses épaules et tout, il a toute son histoire qu'il a eu avec Saint-Etienne et tout, le fait que voilà, il
il est titulaire un peu par chance, le numéro 42, son prénom, son nom, machin, toute cette folle histoire et tout qu'il a vécu. Et ouais, je pense que c'est aussi dur à porter. Et je pense que voilà, après, on va pas tirer sur lui pour tirer sur lui, mais voilà, je pense que peut-être même pour le bien du joueur, il doit aussi. Non, mais après, tu vois, il faut pas, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête aussi. Je pense que à la Saint-Etienne, on a été trop gentil avec les joueurs. Au bout d'un moment, le numéro 42, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge C'est ça. Oui, bien sûr, bien lui sûr. dire, Non, mais tiens, tu le non, mais mets. je dis ça. Peut-être Euh, même pour le bien du joueur, il faut aussi que lui aussi, il refasse des entraînements, machin, il puisse être tranquille et ne peut-être pas avoir une pression en plus et tout à devoir toujours être numéro un ou machin ou truc. Je sais pas si vous voyez un peu Après, où il je a veux en venir. 22, non, Green? Il a Oui, 22 c'est ça, ans? il a 21 ou 22 ans et il a encore Non. le temps. Voilà, et puis il peut aussi prendre beaucoup d'expérience avec Dreyer qui est aussi âgé et qui peut aussi lui apporter toute son expérience. Donc franchement, même son tour viendra, même si c'était pas maintenant, ou voilà, ou peut-être que voilà, s'il faut remettre en titulaire dans la saison, on remet en titulaire. Et pour moi, oui, pendant un mois et demi, 2 mois et tout, on ne doit pas avoir un Green sur le terrain titulaire, à part si euh, Dreyer prend lui un rouge ou machin, etc. Mais si tout se passe bien ou non, on ne doit pas le voir titulaire sur le terrain de Ligue 2 pendant quelques temps. Après, Ouais. voilà, seul le coach a les clés pour Mais je pense que ça parler un cogite un petit peu dans peu. sa tête à Bien sûr, Batles. bien Je sûr. pense que Pour voilà. parler un peu de Dreyer, moi, il m'a plutôt rassuré. Quand tu as un gardien qui parle à ta défense, Qui communique, qui Ouais, place enfin, en les même temps, joueurs. c'est déjà assez ouais. rassurant. Mm. C'est déjà un bon point. Il a pris 2 buts quand même. Mais Ouais, c'est ça, je trouve pas qu'il est. Mais bon, attends, parce que là, faut quand même juste, je tiens à dire que sur le premier but, parce que ça, je vais quand même retenir là-dessus, parce que je vois des oui. gens qui ont tapé notamment sur le premier but. Sur le deuxième but, je peux entendre le fait qu'il doit mettre la main, même si déjà il y a le mur qui se trouve. Mais sur le premier but, il peut rien faire parce que la simple et bonne raison, il n'est pas chauffé. Pendant 60 minutes, il était sur un banc assis, il n'est pas échauffé. Donc limite, à ce moment-là, si honnêtement, moi déjà je suis à Batles, je penserais, si jamais je remaigris le numéro 1, je penserais quand même à la mi-temps échauffer quand même Dreyer, parce qu'on sait jamais s'il aime bien prendre des rouges cette saison. Sans déconner, tu l'échauffes quand même, parce que là, il était pas chauffé et il plonge pas. Et il a raison de pas plonger, parce qu'un gardien pas chauffé qui plonge, c'est une blessure quasiment assurée. Donc, Non, mais écoutez, Ouais, voilà, mais on aura l'occasion de débattre sur Dreyer si si ses jamais il nous fait des performances. cagades. Voilà, tout à fait. J'aimerais avoir l'avis de Gino s'il en a un sur Etienne Green, s'il a suivi un petit peu, ou s'il a vu la faute, le carton. s'il a vu la faute, oui. Ouais, vous m'entendez? On t'entend. Allô? Ouais. Ouais, sur Oui, c'est Etienne bon. Green, ben moi, on a un peu eu le cas, nous, à Bordeaux, parce qu'on a un gardien qui aussi, qui s'appelle Gaëtan Poussin, qui a eu énormément de difficultés, qui est un jeune formé au club, et qui l'an dernier, quand il a fallu assumer le statut de titulaire et d'homme fort de la cage, a eu énormément de mal et a été très peu performant. Moi, Etienne Green, j'ai vu un petit peu jouer, notamment l'an dernier, réaliser des très belles parades, avec une défense là aussi, parce que quand on est gardien, on a besoin d'avoir une grosse défense. Et nous, à Bordeaux, depuis le début de l'année, on a la chance d'avoir une défense très solide devant notre gardien Poussin, ce qui peut des fois aider quand on a un gardien qui est fébrile et qui n'est pas le plus performant du monde. Je trouve que Green, moi, de ce que j'en vois, ne dégage pas encore l'assurance et la confiance qu'on devrait attendre pour une équipe comme Saint-Etienne. Voilà, et je trouve que c'est un problème que vous avez qui est quand même important, sachant que Dreyer derrière, moi je ne sais pas, mais je vous écoute parler depuis tout à l'heure, il n'a pas l'air d'avoir non plus vos acclamations sur le second choix, quoi. On est encore dans l'attente, c'est pas un gardien qui a été extraordinaire lors de ses passages, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Oui. Donc c'est un souci, c'est une grosse problématique. Et je trouve que Green, pour moi, voilà, c'est qu'il ne dégage pas du tout de confiance pour l'instant. Et c'est dommage parce qu'il est capable de faire de beaux arrêts, on l'a vu. Maintenant, avoir un rôle de titulaire et d'être confirmé comme gardien numéro 1 toute une saison, c'est pas pareil que de faire des entrées de match quand on démarre et qu'on doit faire de bonnes choses. Tout à fait. Non, mais je te rejoins. Je te rejoins. En fait, si tu veux, Dreyer, on a eu l'avis des supporters des Merlus. Et ils nous disaient en fait c'était un bon gardien de Ligue 2. Mais un bon gardien de Ligue 2 ne veut pas dire un gardien de Ligue 2 pour jouer la montée.
Aujourd'hui, Etienne Green, je pense qu'il manque de sérénité, confiance. Messieurs, où êtes-vous? On est là, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Oui, je t'entends. Alors, Snow doit avoir un problème. Snow, au pire, redescend et puis remonte. Ouais. Est-ce que, mon ours, on a des réactions au niveau du sondage? Alors oui, Anto, hein, alors, il y a le sondage, si tu veux les résultats ou pas? Oui, alors je crois on bon. est tous d'accord que pour dire que Green stop pour le moment. Alors, donc sur la question, selon vous, la hiérarchie des gardiens a-t-elle changé suite au carton rouge d'Etienne Green? Alors, oui, à 63%. Il y a quand même 38% qui nous mettent non. Donc, on tient quand même une majorité. Il y a Passion SS, donc Step by Step, qui nous a mis la hiérarchie, sans doute pas, car ça risque d'être contre-productif pour Etienne, mais il va falloir prendre conscience qu'il est sur le fil du rasoir et qu'il doit travailler son mental. Il y a Leïla qui nous a mis aussi. Etienne fait partie du groupe qui est descendu en Ligue 2. Il ne supporte pas la pression et s'en rajoute avec le choix de numéro 42. Un prêt lui ferait du bien loin de Saint-Etienne. Je ne sais pas si un prêt ferait vraiment du bien, mais moi je pense qu'il faut qu'il travaille avec Dreyer. Je pense déjà qu'on va voir. On a Mathieu Dreyer qui est là pour les 2 prochains matchs. Il y a 2 semaines, il y a quand même 2 semaines de trêve, on va dire, jusqu'au prochain match contre Grenoble le 1er octobre. Il va falloir travailler ça avec Dreyer, notamment la communication, qu'il faut vraiment qu'il travaille déjà. Parce que je pense pas qu'on puisse. Je trouve ça pas normal que des joueurs comme Briançon se prennent les genoux dans la gueule. Alors certes, il y a le palois qui pousse un peu, mais il faut communiquer, il faut vraiment apprendre ça. Je suis persuadé qu'avec Dreyer, ça peut le faire. Tout à fait, il va pouvoir travailler à l'entraînement avec Dreyer, il n'y a pas de problème. Alors, messieurs, est-ce que la régie, tu peux faire monter LOPT, s'il te plaît? Et nous allons passer donc au sujet suivant. Donc, les Verts sont-ils trop tendres? Alors là, voilà, je vous sollicite pour cette question. Donc, voilà, on prend beaucoup de cartons, on craque parfois en fin de match. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ça, mon Snow? C'est sûr que oui, après. En tout cas, sur ce match-là. Ouais. Après, tout dépend de dans quel sens on interprète aussi le terme. Mais c'est oui, il y a une certaine. Ça manque un peu de vise, d'intelligence. On n'a peut-être pas été assez roublard, malin pour tenir ce score, être patient. On avait fait le plus dur dans une première mi-temps qu'on ne sentait pas du tout. Et chose assez nouvelle, c'est que même dominé presque pas bien, on menait au score. Et ça, c'est des bons signes en général. Et on n'a pas su tenir. Donc ouais, l'équipe va mieux, mais c'est encore en construction, je pense. Green, peut-être inconsciemment derrière, ça fait trembler tout le monde parce qu'on est peut-être un peu pas à l'aise. Bouchoirie, on a senti assez vite que ça tournerait pas comme contre Bastia et peut-être que tout ça, ça a envoyé des signaux, tu vois. Alors effectivement, on a essayé de respecter les principes de jeu. On a essayé, mais il s'avère qu'en face, ils nous ont imposé un défi physique assez important. Le terrain n'a pas aidé, certes, mais le terrain il est compliqué pour les deux équipes. Ouais, je pense que physiquement, on s'est fait quand même bouger. Et après, à Pau, moi, perso, je retiens le milieu de terrain très très bon là. De Almeida. Oui, excellent. Je retiens les 2 pointes. Ça a été un peu ce trio qui nous a fait super mal. Et on n'a jamais su, au milieu, avec nos petits physiques un peu tendres, un peu. Bouchoirie, il va pas mettre la semelle ou il va pas mettre le tampon dans le panneau publicitaire. C'est pas le mec rugueux, quoi. Non, mais en soi, Snow, ce que je trouve, ce que tu dis, je rejoins un peu ton avis sur le fait d'être rugueux, mais surtout, c'est que en première mi-temps, on n'était pas trop, on était inquiété, mais on répondait quand même dans l'impact physique. Et en deuxième mi-temps, non, mais en première mi-temps, on était quand même on y était quand même un peu, on n'était pas non plus dans ce on n'a pas mis un gros impact parce que tu as vu les physiques un peu frêles qu'ont les mecs, donc on n'a pas mis un trop gros impact, mais on répondait. Tandis qu'en deuxième mi-temps, on est arrivé, début de deuxième mi-temps, pendant jusqu'au carton rouge de Green, c'était le néant total. On faisait rien, on subissait. Je disais non mais attendez, puis heureusement que j'ai envie de dire les 3 derrière ont plutôt
fait le travail. Bakayoko, Giraudon et Briançon, on peut quand même les remercier, parce que derrière, ils ont fait quand même un taf monstrueux pour rattraper le nombre de fois où on se fait bouffer au milieu de terrain, on se fait manger, on n'est pas dedans, l'impact physique, on se fait littéralement rouler dessus. J'ai dit, bon, heureusement qu'ils sont pas très, on va dire, dangereux offensivement, parce que s'ils étaient vraiment dangereux offensivement, on peut prendre bien 3-4 buts, quoi. Bah, le truc, c'est que Pau, en première mi-temps, ne joue pas. Ah non. C'est-à-dire qu'ils nous ont au milieu de terrain, mais ils ont clairement. Ils fermaient les espaces. Et voilà, tout à fait. Et en deuxième mi-temps, bah là, c'était clairement l'inverse. On a vu un autre Pau. Nous, on était acculés derrière. Et là, je vais lancer le prochain sujet. Est-ce que le coaching un peu tardif de Batles, parce que personne n'en a parlé de ça. Mais moi, je vous pose la question, et ça, je l'ai remarqué, est-ce que Batles ne doit pas changer quelque chose à la mi-temps? Est-ce que Batles ne doit pas densifier son milieu de terrain? Est-ce que Batles ne doit pas changer de système? Après, bon, ces changements, ils interviennent tôt, parce que le premier, ça doit être la 54e. Après, il y en a un à peu près à l'heure de jeu. Donc, il a agi juste après coup de la mi-temps. Je te rejoins, Anto, peut-être mon conduit. Parce que c'est vrai que Mouton Bouchoirie, ça patinait un peu, on était léger, on n'était pas bien. Ces deux-là sont excellents quand on a le monopole, une belle pelouse et qu'on a la confiance. Mais là, on a subi. J'aurais peut-être mis mon conduit à la mi-temps avec le recul, tu vois. Mais après, tu peux laisser Mouton et Bouchoirie. Mais tu sors Chambois qui était pas dedans ou Cafaro. Tu changes ton système et tu fais rentrer mon conduit. Et tu fais ce milieu à 3. Ah bah moi, je te rejoins. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, d'entrée de jeu, j'aurais mis une sentinelle derrière les Moutons Bouchoirie, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est une idée. Hein. Je te coupe, Snow. Alors, je vais faire monter Leïla, car elle a quelque chose à nous dire. Donc, bonsoir Leïla. Quand tu veux, si ton micro fonctionne. Elle est parmi nous. Bonsoir Leïla. Salut. Bonsoir. Avais-tu mon tour de parler? Tu peux, vas-y, je t'en prie. Bonsoir à tous. Juste un mot par rapport à Green, parce que c'est vrai que j'ai mis qu'un prêt lui ferait du bien et je maintiens. Parce qu'on oublie quand même quelque chose, c'est que Green, je l'ai marqué dans mon tweet, fait partie du groupe qui est descendu en Ligue 2, même s'il n'a pas joué une partie de la saison dernière. Et je pense que mentalement, il est impacté gravement. Parce que je pense qu'il n'a pas du tout confiance en lui. Et pour moi, il a un petit peu le syndrome Bagic. Vous vous rappelez Bagic, son entrée en Ligue 1 et tout ça. Oui, autre chose qui m'a marqué, c'est que Étienne Green ne parle jamais avec sa défense. Et oui, jamais. Il a un gros problème de communication. Il a un gros problème de communication et je pense que ça déteint sur la défense. Parce que bon, il y a eu sa sortie très malencontreuse où il a failli. Moi, il m'a rappelé Anthony Lopez. Hein, je suis désolée de le dire, mais franchement. Ah non, mais il n'a pas fait une Baptiston non plus. Il n'est pas sorti les deux genoux dans le nez quand même. Non, mais enfin, Anthony Lopez, je vous rappelle quand même qu'il a pris qu'un carton rouge dans sa carrière. Non, mais je crois qu'honnêtement, il a beaucoup de pression et je suis pas persuadée que le seul fait de travailler avec Dreyer va suffire à lui remettre confiance. Voilà. Donc je termine. Après, Leïla, si tu le prêtes, tu as un gardien de Dreyer, tu as espéré qu'il ne se passe rien pendant la saison. Hein. Non, mais il y a le troisième gardien qui revient de blessure. Bien sûr, et puis le mec de DH, et puis on peut revenir aussi au U16. Oui, mais je pense qu'on peut aussi flinguer Green en continuant à le maintenir dans cet état. Je rappelle quand même que le prêt de Bagic le départ de Bagic à Pau lui a fait le plus grand bien. Ben oui, lui est en Angleterre maintenant. Voilà, il faut réfléchir. Alors, juste ce que je voulais dire, moi, c'est que, alors, je suis très contente qu'on ait un ami bordelais dans le space, parce que tout à l'heure, on va pouvoir un petit peu parler de la défense bordelaise, hein, qui était la pire défense l'année dernière et qui marche sur la Ligue 2 actuellement. Oui. Par rapport, moi, j'ai été assez, vous parliez du coaching de Batles, oui. C'est vrai que les changements ont été tardifs. On a vu quand même très vite que la pelouse un peu rugueuse n'allait pas du tout avantager notre milieu qui était un peu en détresse. Moi, j'ai été assez dubitative. Je le suis toujours sur Mathieu Cafaro. Et juste pour dire aussi que je voulais souligner la
première très bonne mi-temps de Bakayoko, parce qu'on n'en parle pas, qui a été ensuite extrêmement nerveux, mais il y a de quoi, franchement, en deuxième mi-temps, et que Batles a très bien fait de le sortir. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci Leïla. Merci Leïla pour ton intervention. Et toujours aussi pointu. Reste avec nous, on va évoquer après l'avant-match. Merci Leïla, merci beaucoup de ton intervention. Mais non, mais c'est vrai que pour les changements très tardifs, moi je vous rejoins sur le fait de ne pas avoir déjà. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de ne pas faire rentrer. J'aurais fait rentrer mon conduit direct à la mi-temps. Vu la qualité de la pelouse, des choses comme ça, même si c'est pas un milieu, on sait qu'il joue pas trop vers l'avant. T'avais un milieu qui était capable de mettre le pied sur le ballon, de mettre de l'impact physique. Parce que ça, en plus, quand tu joues ce genre de match, on le rappelle, hein, mais ces matchs, notamment tout ce qui va être Pau, ce qui va être Niort, voilà, même que quand on a joué à Queviron, c'est des matchs où c'est pas les équipes les plus techniques du championnat, mais c'est les équipes qui vont être jouées très physiques. Elles vont nous rentrer elles vont nous faire mal. Et c'est pour ça qu'un mec comme mon conduit, si tu faisais rentrer à la mi-temps, t'aurais peut-être pas autant subi que t'as subi pendant au moins jusqu'au carton rouge de Green, tu vois. Alors après, tu peux. C'est là aussi qu'il fallait peut-être faire rentrer. Après, pour moi, Bakayoko, je pense qu'il a bien fait de le faire sortir, pour le coup, Batles. Parce qu'il avait déjà pris un jaune assez tôt, puis il avait l'air un peu nerveux, donc protéger le joueur avant tout. Et quand tu compares Bakayoko à AD dans l'apport, dans la défense, dans l'attitude, moi je trouve que Bakayoko, il a éteint AD pour moi. Hein. Vraiment, ça n'est pas du tout le même registre. Bakayoko, c'est serein. Bakayoko, ça repart, balle au pied, ça lève la tête, c'est propre. Et sur l'homme en duel, il est plutôt très bon, je trouve. Il n'est pas simple. Alors déjà, il va vite. L'ours, pour revenir à ce que tu disais, alors tu sais bien d'avoir des joueurs physiques. Hein. Mais ça fait pas t'as raison. Si t'es physique, rapide, si t'es physique. Dans ces interventions, puis même je trouve un peu de technique dans ce qu'il est capable de faire. Est capable d'éliminer de faire 2-3 petits crochets, d'éliminer 2-3 adversaires pour faire une bonne passe bien précise. Non, franchement, il a quand même quelque chose, le petit Bakayoko. Non, et puis il nous avait aussi impressionné quand il est rentré en Ligue 1, il nous avait bien plu. Mais pour revenir sur le milieu de terrain, ça fait pas tout d'avoir des joueurs physiques. Si tu es physique et que derrière, quand tu récupères un ballon, tu sais pas faire une relance, bah du coup ta récupération elle sert à rien. Par contre, si tu es physique comme un Lobry par exemple, et que derrière tu as une bonne vista, tu as une bonne vision du jeu et que tu fais des passes précises, là ok, là t'es utile. Mais voilà, après malheureusement les joueurs, on peut pas tout avoir, et Vincent ne va pas me contredire sur l'Aubry. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut quand même aussi préciser que d'Almeida et CV ont fait un gros match, mais ça faisait combien de mois qu'ils n'avaient pas fait un gros match? C'est ça. Parce que d'Almeida, il a quasiment pas joué de la saison dernière. Hein. Il a été prêté au Portugal. CV, il n'a pas joué du tout. Il était sans club pendant un an. Il y a juste eu la malchance que les mecs, ils aient enfin décidé de jouer au foot et de mettre les ingrédients pour espérer quelque chose, parce que la situation sportive de Pau est quand même assez compliquée actuellement. C'est pas une excuse, c'est juste une explication. Donc CV, il sort un match qu'il n'a pas fait depuis 3 ou 4 ans. Grosso modo. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est pas une excuse, c'est un concours de circonstances. On sait qu'on n'a pas des joueurs physiques au milieu, c'est une évidence. Mais tu n'auras pas non plus une adversité au milieu comme ça tous les week-ends, il ne faut pas rêver. Après Vincent, étant à Saint-Etienne ou Bordeaux, on doit s'attendre aussi à ce que les mecs en face jouent à 100% ou 100% tous les week-ends. On est les grosses équipes du championnat. Tu vois ce que je veux dire? Et Paul, en tant que Bordelais, par exemple. Oui, mais en tant que Bordelais, si on a des grands joueurs, enfin des gros mecs en face des équipes, entre guillemets, comme CV, qui est l'un des meilleurs joueurs normalement de Pau par rapport à sa carrière et autres, qui font leur match, moi ça me paraît logique, parce que si tu veux, ils doivent se donner à fond. C'est un peu leur Ligue 1 à eux, de jouer Saint-Etienne et Bordeaux. C'est la saison. Elle ne sera pas forcément tout le temps en liaison avec ton rendu sur le terrain. Je comprends totalement ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais des fois, tu auras des mecs qui vont vouloir mettre... Non, mais j'entends aussi. Après, vous avez peut-être plus de temps, moi je trouve, avec un regard extérieur. Je trouve que ce que veut faire Laurent Batles, quand même, qui est un coach qui a fait ses preuves, notamment avec 3 en Ligue 2, il veut faire de cette équipe une équipe quand même qui produit du jeu à Saint-Etienne. Oui. Donc je pense que vous allez avoir peut-être besoin de plus de temps
qu'une équipe peut-être comme la nôtre ou que d'autres équipes de Ligue 2. Et peut-être ce côté joueur par rapport à des équipes plus physiques que vous allez rencontrer en Ligue 2 comme nous on a rencontré, c'est peut-être moins facile pour l'instant à appréhender avec toutes les circonstances, les cartons rouges, le fait que tu l'as dit, il est possible que les joueurs sont dans un état de grâce, ça peut arriver contre toi aussi. Mais je pense que vous aurez besoin de plus de temps peut-être. Mais moi je ne suis pas forcément très inquiet pour vous sur la durée. J'avais vu le match contre Le Havre, qui est une belle équipe du championnat, qui avait joué chez vous. Les 20 premières minutes, j'avais été un peu inquiet parce que je trouvais que Le Havre, justement, proposait plus de foot. Mais je me dis qu'avec un peu d'abnégation et le travail de Batles et autres, bah, vous aurez quand même de quoi faire cette saison. Après, c'est un avis extérieur. Non, mais bien sûr, c'est sûr. Non, mais tu as raison. Là, pour une fois qu'on a des joueurs qui savent jouer au foot, on va pouvoir faire quelque chose. Messieurs. C'est la patience. Tout à fait. Il faut être patient, il faut savoir d'où on vient. C'est de la reconstruction. Ça passe aussi par des matchs où c'est compliqué, où tu prends l'eau au milieu. C'est l'apprentissage de la Ligue 2. Point. Les joueurs ne le connaissent pas. Il faut l'ingurgiter, il faut l'intégrer. Mais pour une fois, tu repars avec des points, alors que tu joues à 10 depuis combien de temps, c'est pas arrivé. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Vincent. Henri CV, c'est quand même malheureux. Il touchait presque plus un ballon depuis 3 ans. Et ben, il vient de claquer 2 coups francs, certes très beaux, mais c'est quand même pas de bol. Et en motif de satisfaction, Saint-Etienne, voilà, 2 coups francs arrêtés. Qu'est-ce que je te dise ? Alors, c'était le soir des Palois. Voilà. N'oublions pas, messieurs, nous avons changé quasi la totalité de notre effectif. Il nous faut du temps. J'en profite. Donc pour vous, alors il va le faire lui-même. Donc LOPT, Loris, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Présentation. Je suis sur Twitter depuis un certain temps, mais c'est vrai que je commence un peu à toucher un peu au space, tout ça, donc j'ai pu en faire moi-même et aussi avec la green auparavant. Maintenant, j'ai la chance que Anto et toute l'équipe Space ACS m'aient convié au projet. Ce projet me donne vraiment envie et je suis très content de faire partie de cette équipe et pouvoir parler avec tout le monde. Voilà. Bon, écoute, bienvenue à toi. Bienvenue. Merci beaucoup. Eh ben écoute, profites-en pour donner ton avis sur de quoi on est en train de parler. Moi, de ce que j'ai vu du match, c'est assez rageant parce que on attendait forcément une confirmation de ce qu'on avait vu contre Bastia. Le match est assez compliqué à analyser parce que certains vont dire que parce qu'il y avait de l'adversité au milieu de terrain, c'est ça qui nous a fait déjouer. Moi, je pense qu'il y avait surtout un gros problème d'animation au milieu de terrain. Les joueurs étaient beaucoup moins, je dirais, rapprochés les uns des autres. On avait du mal à combiner. Est-ce que le terrain était plus petit ? Je ne sais pas. C'est ce qui donnait cet aspect-là vu de caméra. Le terrain était... j'avais l'impression de jouer au beach soccer. Mais j'avais l'impression que les joueurs étaient moins hauts sur le terrain, moins de redoublement de passes, beaucoup moins de 1-2. Les joueurs étaient beaucoup plus loin les uns des autres en fait. Et l'animation des côtés aussi qui nous a fait beaucoup défaut. C'était compliqué. Et puis Chambos, quand tu le trouves pas au milieu de terrain, c'est compliqué. Donc la relation entre Chambos et Bouchoirie, celle qui était importante sur les 2 derniers matchs, elle a été inexistante. Ça fait beaucoup pour espérer quelque chose dans le jeu contre une équipe comme ça. D'ailleurs, je crois que Palencia, nos pistons font quoi ? Palencia, il te fait un centre, il t'envoie une cacahuète. Pour moi, c'est dans le parquage. très léger, Palencia. Hein. Pour moi, c'est faible. Nos latéraux sont pas assez forts pour espérer quelque chose sur les côtés, en fait. Tu vois. Enfin, pour moi, c'est que mon avis. Palencia, il est disponible. Il fait quand même de la montée-descente. Défensivement, il me paraît quand même un petit peu plus fort que Masson. Défensivement, je parle. Je le trouve très hargneux, Palencia. Moi, peut-être. Ouais, mais ça fait du bien un peu de grinta parce que on est tendre un peu nous quand même au milieu, tu vois. Ça fait du bien, mais ça fait du bien s'il récupère le ballon, pas s'il fait des fautes inutiles à chaque fois qu'il est passé, quoi. Je ne crois pas que Palencia soit largué sur les duels. Hein. Après, oui, il est un peu teigneux, il fait un peu de fautes, mais il en a fait quelques-unes aussi intelligentes. C'est un joueur qui a un petit peu d'expérience.
Écoute, moi, franchement, sur Pau, c'est pas les latéraux qui m'ont fait, tu vois, bondir. Moi, c'est plus le milieu où je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas été mordant, moins de mouvement. Je trouve qu'on est meilleur avec un milieu à 3 dans l'axe. C'était ce qu'il y avait. Non, là, il y avait c'était plutôt mouton-mouchoirie, tu vois. C'était vraiment les deux milieux. Je trouve que c'est trop léger, ces deux-là, juste. Cafaro, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a été inexistant, en fait. Hein. Cafaro, il joue en appui de Crasso, en fait. Il joue en espèce de faux neuf. Moi, je préfère Pinter, hein, je vous le dis, hein, à la place. Hein. Non, mais déjà, tu dois mettre Wadji. Après, ce sera 2 pointes. Le but, c'est 2 pointes et un 10. Wadji, et le 10, ce sera Chambaud. Dans la profondeur, parce que ça aurait permis. Parce qu'en fait, Pau s'attendait à ce qu'on joue au ballon dans le milieu. Donc, au bout d'un moment, quand ils ont compris que tu n'allais pas changer ton jeu et passer par les milieux, en fait, ils ont compris, hein, ils ont bloqué l'axe. Alors que là, il suffisait d'avoir un élément de profondeur pour l'envoyer à chaque fois et faire reculer le bloc. Et là, ça aurait été différent. Parce mais je te rejoins. Deux approches. Mais moi, je suis intimement convaincu que si Green ne prend pas le rouge, alors en fin de match, et c'est là où c'est rageant, je te dis qu'on finit avec les deux en pointe, grâce au Wadji. Si on ne prend pas le rouge. C'est la finalité du match, mais pas de chance, on ne l'a pas vu. Mais c'était le changement initial. Il a changé après parce qu'il y a eu le carton rouge, mais de base, normalement, Wadji devait rentrer pour épauler Jean-Philippe Crasso en attaque. Hein. C'est ça qui est rageant. Le but, c'était de placer un petit peu un contre quand il fait les changements. Batles, dans l'idée, c'est de remettre un peu le pied au milieu de terrain et être capable de mettre aussi des contre-assassins, de tenir, parce qu'il savait qu'on pouvait tenir physiquement. Ouais, je suis d'accord avec toi. En mettant une pointe neuve, fraîche, parce qu'en plus, Wadji à 10 contre 11, même seul, c'est quelqu'un, ça déménage, quoi, hein, ça remue. Hein. Il est très, 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 très intéressant. Il est explosif, hein, moi j'adore. Hein. Il est rapide. Il faudra juste qu'il apprenne à gérer ses efforts, je pense. Messieurs, alors je rebondis sur Wadji. Alors je pense que vu que tu vois, il est rentré en cours de match, il a voulu un peu montrer, mais je pense qu'on verra son vrai visage associé à Crasso contre Bordeaux. Pour revenir sur le milieu de terrain, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que Chambost était trop excentré. Oui, il jouait trop sur le côté. Parce que Palencia, je pense qu'il était un peu trop bas, à mon goût. Hein. Mais, il a déjà été à l'extérieur après. Hein. Oui, mais si, tu vois, dans ton jeu, normalement, tu dois essayer d'imposer ton jeu, même si tu es à l'extérieur. Tu as une équipe qui est faite pour jouer, tu as des joueurs qui sont faits pour jouer, pour avoir le ballon. Mais du moment où tu es arrière et que tu sens que ton milieu est bancal ce soir-là, que ça va pas faire comme contre Bastia, inconsciemment, tu recules de 5-6 mètres. Parce que tu te dis, non, voilà. Peut-être. C'est vrai ce que tu dis, mais tu regarderas le match contre Bastia, tu as Batles pendant 10 minutes, il essaie d'expliquer à Palencia qu'il faut jouer plus haut. Tout à fait. Et il a vraiment du mal à animer ce couloir, en fait. Un piston, ça doit vraiment être un rôle. Si t'es pas rapide et si t'es pas puissant, c'est compliqué parce qu'il faut que tu puisses l'animer ton côté. Parce que Masson malheureusement, il a pas le mental. Après, on en a des latéraux petits, frères. Attention, messieurs. Attention, messieurs. Palencia et Masson ne sont pas des pistons. Piston, c'est pas un poste. Piston, c'est un poste, un rôle qui a été créé. C'est nouveau. Palencia, c'est un latéral. Masson, c'est un latéral offensif. Piston, c'est différent. Parce qu'on leur demande de faire, c'est compliqué pour eux, je pense. Piston, tu dois à la fois avoir la qualité technique suffisante pour apporter un plus dans la zone de vérité, donc que ce soit un centre, que ce soit une frappe, une passe, et également tu dois être bon défensivement. Tu peux pas tout avoir, en fait. Là, les deux joueurs qu'on a, ils n'ont pas les deux. Il faut avoir les trois. Masson marque parce qu'il est bien servi. Il est plein axe. Donc, mais il a le mérite de monter quand même. Hein. Et bien sûr. Ce qu'il faut être. C'est son rôle. Ouais. Justement, c'est le rôle du piston. Non, mais c'est pour ça que moi, ça me rassure, tu vois. Mais derrière, il faut avoir la caisse. Oui, ils vont faire des erreurs. Oui, ils en font. Oui, il y a du déchet. Je pense qu'on ne peut pas trop leur en vouloir pour l'instant. Les latéraux, c'est un poste qui s'apprend, c'est un poste qui est compliqué. Il faut avoir du physique quand même. Quand tu vois d'où on vient, Saint-Etienne, franchement, ces deux latéraux-là, on a connu pire, hein, franchement. Hein. Bien sûr. Donc, ils ont envie les deux. Après, c'est perfectible, mais je trouve que les deux apportent quand même un petit peu de solution, que ça soit en extérieur, en dédoublement, ou même des fois à l'intérieur. On sent que ça veut quand même venir chercher des passes un peu dans l'axe, mais après,
Pau a bien quadrillé le truc et au milieu, ça manque un peu de solution. Donc, ta relance, elle est un petit peu plus compliquée tout de suite, quoi. Donc, moi, messieurs, maintenant, j'ai une question à vous poser. Et oui. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de coaching? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? C'est ça. Changer son système. Il a voulu remettre comme contre Bastia, c'est légitime. Tu as gagné comme ça. Changer son système, Non, densifier son milieu de terrain. Parce que tu savais très bien qu'au milieu de terrain, ils allaient nous mettre un défi physique important. Bouchoirie-Mouton, physiquement, je parle en tant que carrure, oui. C'est pas des joueurs imposants. Bouchoirie, on l'a bien vu, ils étaient à 2 contre lui, le pauvre, ils l'ont muselé, il pouvait rien faire. Donc est-ce que tu vois ça direct? Tu sais qu'en première mi-temps, tu les as vus, tu les voyais venir, Pau. À la mi-temps, tu changes direct, tu sors Cafaro ou Chambost, un des deux. Tu joues à 2 devant, pas de problème, et tu densifies ton milieu de terrain. Et peut-être que là, on aurait moins subi, pardon. Là, je suis d'accord. Ouais. Mais avant, tu n'as aucune certitude. La seule certitude que tu as, que ce soit pour toi ou pour Pau, c'est que tu sors d'un match contre Bastia où tu as montré de belles choses, mais tout est remis en question à partir du prochain match. Et tu ne pouvais pas savoir que CV allait faire le meilleur match de ces 4 dernières années et que d'Almeida allait sortir du bois et tout d'un coup redevenir un joueur digne de Ligue 2. Pau ne marque qu'à la 68e minute, hein, après. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec Anto sur le fait qu'à la mi-temps, déjà, il doit y avoir une interrogation sur le fait d'enlever Chambost, pour moi, même si Cafaro n'apporte pas ce qu'il devrait apporter actuellement, mais de sortir Chambost et de faire rentrer Monconduit pour retrouver de la stabilité au milieu et reprendre le contrôle parce que tu l'avais complètement perdu par rapport à l'impact physique. Jouer un peu moins haut au milieu et c'est sur ça que j'aurais vraiment un petit doute sur l'erreur qu'aurait pu commettre Batles. Alors après, tu vois, le changement est très bien d'ailleurs. Je valide ton changement. Mais tu vois, on aurait pu au moins, au lieu de subir comme ça en deuxième mi-temps, de gérer. Parce que Pau, quand tu regardes, alors je sais pas combien ils font de frappes, hein, mais ils sont pas dangereux. Non. Pendant 90 minutes, ils sont pas dangereux. Ils ont un poteau, je crois, à la fin. Mais tu vois, voilà, je pense qu'il y a une petite erreur de coaching. On n'a pas su gérer. On n'a pas su gérer. Ça arrive. On n'a pas su gérer. On a pris ce rouge et le coup franc consécutif et la fin de match, on l'a perdu. Après, c'était. Tout à fait. Messieurs, je vous propose. Alors, merci pour vos analyses. Nous allons passer à l'avant-match. Donc, SSE Bordeaux. Donc, nous recevons nos amis bordelais. Bonsoir. Alors, est-ce que mon ours, nous avons un sondage déjà? Oui, alors tout à fait. Il vient. Il est juste posté à l'instant. Donc la question est posée, c'est est-ce que Saint-Étienne-Bordeaux, c'est déjà un match capital dans cette saison? C'est déjà un match un peu tournant, on va dire. Pour eux, pour nous? Bah pour nous surtout. Donc on en discutera après. Pour moi, plus pour vous que pour nous, les gars, d'ailleurs. Oui. En termes de confiance et en termes de... Non, mais du fait que, très honnêtement, moi je m'attends à un match compliqué, on en parlera un peu tout à l'heure, mais je pense qu'au niveau moral et mental, nous battre à nous en tant que leader de la Ligue 2, en plus ça pourrait relancer totalement votre saison. Tout à fait. Gino, alors tu m'arrêtes si je me trompe, donc une seule absence côté Bordeaux, Gregersen. Suspendu, ouais. Gregersen qui sera suspendu et qui était un des tauliers de la défense, qui était là l'an dernier, bien sûr, malheureusement par rapport à l'année catastrophique, mais qui s'est plutôt bien repris et qui était un des piliers de notre défense centrale. Parfait. Et du côté de Saint-Étienne, Étienne Green, suspendu. La dynamique de Bordeaux, donc en ce moment, c'est costaud. Ils font un très bon début de saison. Alors, on a eu quelques infos de supporters bordelais. Alors, pareil, Gino, tu me coupes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, belle cohésion d'équipe. Quelques joueurs en forme, notamment Mwanga, Bokele. Mwanga, ouais, Junior Mwanga, qui joue défenseur central, qui vient de pas loin de chez vous, les gars. Il jouait au Lyon FC, dans un petit club à côté de Lyon.
et qui a été recruté il y a quelques années. L'Olympique Lyonnais l'a laissé un peu filer. Ils avaient le grand frère qui a pas percé à Lyon dans le centre de formation en pro après, et donc Manga a plutôt décidé de venir signer à Bordeaux, et c'est vraiment la grande trouvaille de ce début de saison. Je pense que c'est l'un des 4 meilleurs joueurs de Ligue 2 facile sur ce début de saison. Il est impressionnant de maturité et de calme derrière. Et ça va être super intéressant pour nous les Bordelais de le voir se mesurer à un mec qui est super bien en forme chez vous, qui s'appelle Crasso, qui est quand même un attaquant qui marque son territoire depuis le début de la saison. Est-ce que tu peux nous citer d'autres joueurs en forme côté bordelais? Oui, on va dire. Alors les joueurs plutôt à suivre, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est plutôt des jeunes joueurs, puisqu'on a, comme vous le savez, un effectif qui a été largement rajeuni par rapport à la situation du club, ce qui a obligé à une politique mise en plus sur la jeunesse et quelques cadres qui sont restés de l'an dernier. Et les jeunes à suivre, voilà, on a parlé de Manga qui réalise un début de saison tonitruant. Il y a Malcolm Bokele aussi qui joue défenseur droit, qui est plutôt un défenseur physique, qui peut jouer axial droit ou défenseur droit, et qui devrait démarrer parce qu'il a montré beaucoup de qualité, notamment dans le domaine défensif depuis le début de la saison. On a aussi au milieu de terrain, c'est là où on n'est pas les meilleurs du championnat, j'ai envie de te dire, mais on a un joueur comme Fran Sergio qui avait fait une saison cataclysmique, le joueur venant de Braga l'an dernier, et qui est un peu mieux cette année, qui est l'un des joueurs créatifs de l'équipe. Donc on attend beaucoup de lui sur ce match notamment, parce que voilà, c'est un joueur qui peut alterner le bon et le moins bon, Fran Sergio. Et dans les vraiment révélations de ce début d'année, on a Dylan Bakwa, qui est un ailier capable de jouer à droite et à gauche, gaucher, explosif, meilleur dribbleur du championnat de Ligue 2 actuellement, décisif encore samedi dernier à Paris, buteur, passeur décisif, qui est vraiment un des grands espoirs qu'on a aux Girondins. Donc voilà, il y a Logan Delaurier-Chauvet aussi dans le même style, qui est très jeune, qui est sur le banc, mais qui a déjà 2 buts à son actif. Et bien sûr, Josh Maja, que vous avez bien vu la semaine dernière, qui a marqué donc 3 buts à Paris. Et même si c'est des pénaltys, il a mis quand même 3 pénaltys la semaine précédente, de façon clinique, parce que des pénaltys, pour moi, il faut quand même les mettre. On sent que le Nigérian est pleinement investi. On a beaucoup de joueurs qui ont, par exemple, pour vous donner un exemple, baissé leur salaire de 25%, voire 50%, pour rester au club et permettre que la saison se fasse aussi au niveau financier. Donc ils sont pleinement investis dans la logique du club, et ce qui fait que pour l'instant le maillage avec la jeunesse et nos drôles, comme on les appelle, nos drôles de la formation fonctionne plutôt de merveille. Mais effectivement, la mayonnaise prend. Effectivement, vous avez un effectif. Exactement. Vous avez un effectif assez jeune, et du coup, donc si je résume un peu ce que tu viens de nous dire, donc défensivement vous êtes assez solide. Devant, ça marque. Et donc le point faible, on va dire, si on peut dire que c'est un point faible, on va dire que la zone la moins forte, ça serait pour toi donc le milieu de terrain. Oui, parce que si tu veux, en plus, même en termes d'effectifs, en termes de nombre, on a très peu de milieux de terrain. On en a que 4 dans l'effectif, 4 qui sont habitués à jouer en pro. Notamment le petit Youssouf Sissoko, qui a montré vraiment de très belles choses, mais qui pour l'instant n'est pas un titulaire à part entière dans l'esprit de David Guillon, notre entraîneur, alors que c'est un des milieux de terrain qui a le plus gros volume de jeu peut-être dans l'effectif. Et donc on se base sur des joueurs qui sont plutôt revanchards de l'an dernier, comme Ignatenko et Fran Sergio, qui sont normalement nos cadres, mais qui en termes de régularité de jeu et de niveau, notamment de technique. Par exemple, Ignatenko a des soucis techniques, autant il a beaucoup d'abattage physique. Techniquement, il peut être en difficulté. Et épaulé par notre capitaine Tom Lacou, qui est aussi un jeune, qui a juste 20 ans, qui est le capitaine de l'équipe en milieu défensif, et qui lui aussi a encore besoin de prouver et d'être régulier de match en match, même s'il fait plutôt un très bon début de saison, Tom. Donc voilà, ce milieu de terrain, on veut le voir à l'épreuve des balles, entre guillemets, et un match comme Saint-Étienne, chez vous, c'est quand même une opposition qu'on n'a pas eu trop depuis le début de saison, hormis le match contre Guingamp, qu'on a perdu d'ailleurs. Donc on veut voir où on en est dans ce secteur-là. Et pour toi, comment tu définirais alors déjà le système de jeu dans lequel vous évoluez, et comment tu définirais le style de jeu bordelais?
Juste, je m'excuse d'interrompre notre ami Gino, mais juste tantôt, je tiens juste à dire à nos auditeurs que il y a un tweet qui vient d'être fait. Donc, c'est fait pour que vous puissiez donner vos pronostics sur le match à venir. Donc, n'hésitez pas à mettre le pronostic sous le tweet. Il est dans le hashtag SpaceACS. C'est le dernier tweet sorti. Et vous n'hésitez pas à mettre vos pronos. On les lira en fin de Space. Voilà. Ok, merci. Donc, vas-y, Gino. Alors, notre composition d'équipe déjà, dans le système dans lequel on joue, pour l'instant, ce que privilégie David Guillon, c'est un 4-3-3. Voilà, avec notamment un milieu de terrain, voilà, avec Fran Sergio qui est le joueur créatif qui joue, si tu veux, pour essayer de créer, qui est capable de revenir devant la défense pour envoyer des longs ballons, notamment pour nos ailiers qui sont assez rapides, que ce soit Ellis ou Bakwa, qui peuvent aussi mettre de la profondeur dans notre jeu. Mais on est aussi capable de jouer sur un point d'appui qui s'appelle Josh Maja, plutôt au sol, par des relances venant de l'axe central, et qui lui après dévie sur des joueurs en mouvement. Donc que ce soit Fran Sergio qui viennent du milieu de terrain ou les deux ailiers qui sont à ses côtés. Donc ça peut être comme on l'a vu avec Bakwa et Ellis. Donc on a un jeu qui est un peu comme ça, assez rapide. On va dire on n'est pas une équipe qui fait tourner le ballon avec une grosse possession de balle comme on peut voir sur d'autres équipes de Ligue 2. Je citais Le Havre notamment qui a un autre style de jeu que le nôtre, mais on a des joueurs quand même de qualité avec de la vitesse qu'on n'avait pas, chose qu'on avait beaucoup moins l'an dernier, et donc on est en capacité aussi d'avoir cette profondeur qui peut être aussi bénéfique dans notre jeu. Donc voilà, on a une équipe aussi qui fait très attention sur la solidité et la cohérence d'organisation. C'est là où on est très bon depuis le début de la saison, qui est pour l'instant très cohérente et ne part pas à l'abordage n'importe comment, reste très stable et très solide, notamment sur le point de vue défensif, où on arrive énormément, même quand on est en difficulté, arriver à compenser par des joueurs qui bougent assez bien ensemble. C'est pour ça qu'on a eu très peu, depuis le début de saison, concédé d'occasion. Donc voilà, on n'a que 2 buts pris sur les 7 premiers matchs. Et en termes d'occasions concédées, c'est vraiment très très peu sur les 7 premiers matchs. Ouais, effectivement, ouais, c'est très 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 solide. Donc ouais, c'est vraiment une alternance entre jeu court, jeu long, notamment dû au profil que vous avez devant. C'est bien ça, hein? Oui, totalement. Et puis, c'est ce que je te dis. Je pense qu'il y a des joueurs comme vraiment, c'est un joueur qui fait pas l'unanimité, notamment en Gironde. Mais un mec comme Fran Sergio, voilà, il est quand même un pendant de l'équipe qui est vraiment important dans la création. On a aussi des défenseurs centraux. On va y revenir, mais là où on était très mauvais l'an dernier, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de relancer de derrière et on avait d'énormes difficultés techniques. Donc, on était très vite sous pression. Pour l'instant, on voit qu'on a des joueurs qui sont en capacité de plutôt mieux relancer, à l'image de Mwanga. Et c'est pour ça qu'on parlait de test. On aura Yohan Barbet qui va démarrer dans l'axe, qui est axe gauche, qui vient de Championship, qui va faire son premier match. On risque d'avoir aussi Nsimba, l'ancien joueur de Clermont, arrière gauche, qui risque aussi de faire son premier match. Donc des joueurs d'expérience, mais qui vont rentrer quelque part dans le championnat. Donc ça, c'est des points aussi, j'imagine, où peut-être, et les Stéphanois et Batles vont essayer de mettre une pression, parce que sachant que c'est leur premier match de la saison, ce ne sera pas forcément évident de rentrer dans ce contexte. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour la présentation de ton équipe. Et bien maintenant, messieurs, alors je vois que Laïla lève la main depuis un petit moment. Vas-y Laïla, je t'en prie. Oui, donc je voulais remercier notre ami bordelais pour la très belle présentation du groupe bordelais. Alors moi, j'ai vu le dernier match contre Paris et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette équipe bordelaise, ce groupe de jeunes qu'on sent très concernés, avec une belle animation collective, effectivement une défense solide. Alors je pense que pour notre confiance, on vous joue un petit peu tôt parce que vous êtes en pleine réussite. Nous, on doute un peu, on est une équipe en construction. Après, moi, j'ai relevé 2 failles qui pourraient être intéressantes d'exploiter. C'est que je pense qu'il va falloir vous user physiquement parce que j'ai remarqué que les jeunes joueurs qui donnent beaucoup sur le terrain avaient des crampes vers la 75e, 80e minute et qu'on a intérêt vraiment à beaucoup vous épuiser physiquement sur le terrain pour
pour un petit peu casser cette dynamique positive et espérer faire un résultat. Et je dirais que la deuxième faille que je verrais, mais avec beaucoup de bémols dû aux seuls 2 buts que vous avez encaissés depuis le début de saison, c'est le gardien Poussin qui peut parfois faire un petit peu des écarts, même s'il a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Et je ne sais pas, ça serait intéressant de voir quel système de jeu on va pouvoir développer. Mais je pense qu'effectivement, la bataille du milieu va être importante parce que, comme l'a très bien dit le copain bordelais, ils ont peut-être une faille à ce niveau-là et peut-être que notre duo Chambost-Bouchouari pourrait, sur un match moins physique, être beaucoup plus dynamique. Voilà. Non, c'est sûr, effectivement, je te rejoins, Leïla, sur. Ouais, non, mais. Ouais, Ouais. et moi aussi, hein, je renvoie le compliment à Leïla. Franchement, bravo, c'est une super analyse. Gaëtan Poussin, tu as totalement raison. Il est capable aussi de faire des erreurs assez énormes. Donc, on est toujours en méfiance et on lui demande d'être plus régulier et d'être vraiment le taulier en tant que gardien de but, ce qui est pas simple pour lui pour l'instant. Et l'aspect physique dont tu as très bien décrit la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe extensible depuis le début de la saison. Hein. On a beaucoup de jeunes qui accumulent les matchs. Donc en termes de fatigue et tout, tu as totalement raison. Sachant que par contre, ce samedi, on va avoir nos recrues qui rentrent dans l'effectif. Donc pour une fois samedi, on aura un groupe qui sera plus étoffé que les fois précédentes. Ok. Merci Gino pour ces précisions. Merci Leïla pour ton intervention. Et ben maintenant, je vais me tourner vers mon équipe. Et ben écoute, Loris, je te donne la parole. Donc comment tu vois ce match, toi, contre Bordeaux? J'avais juste des questions moi pour Gino, c'est quel schéma de jeu, c'est quel style de jeu concrètement Bordeaux cette saison au niveau tactique? Ouais, mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est un peu ce que j'ai énuméré, tu vois, en jouant 4-3-3. Et voilà, hein, c'est ce qu'on a dit, une équipe plutôt solide, notamment sur ses bases défensives. Et comme je t'ai dit, une équipe qui est capable de jouer jeu long, avec Fran Sergio notamment, capable de trouver les ailiers dans la profondeur, que ce soit Ellis ou Bakwa. Et aussi capable de jouer plutôt court, avec un point d'appui qui s'appelait Maja, Josh Maja, le numéro 9, qui est capable de jouer en déviation, notamment ou pour les milieux, soit pour les ailiers aussi. Josh Maja notamment, qui a des difficultés, notamment, ça vous intéressera, dans le domaine physique et dans le combat. Il n'aime pas combattre. Josh Maja, c'est un joueur qui, malgré qu'il soit né dans le championnat anglais, c'est un paradoxe, mais c'est un joueur qui n'est pas très très bon dans le duel physique, dans le 1 contre 1. Il est légèrement en difficulté quand il s'agit de combattre. Celui que j'avais trouvé très intéressant contre Saint-Étienne en match amical, c'était Lacou. Un numéro 6 qui est vraiment intéressant et qui aurait fait du bien, enfin, ce style de joueur à Saint-Étienne pour calmer et donner le tempo au milieu de terrain. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait semblé, il m'avait semblé intéressant lors du match amical contre nous. Je sais pas comment toi tu le vois, Dino, mais tu m'avais dit que c'était qui faisait plutôt un bon début de saison, mais il m'avait sauté aux yeux. Ben, c'est un joueur de club, hein, Tom, j'ai envie de te dire. C'est pas le plus grand technicien du monde. Je pense qu'il a beaucoup encore à faire. Mais en tout cas, il va faire son rôle. Il est là pour courir beaucoup pour les copains. Hein, un vrai numéro 6, un peu, qui va faire le sale boulot pour les autres, qui est capable de faire des fautes. Vous le verrez peut-être samedi. C'est le joueur, je pense, de l'équipe qui fait le plus de fautes. Mais il compense beaucoup. Il harangue les autres. Il a un super état d'esprit depuis le début de l'année. Et puis, c'est un gamin du cru, un gamin du club, qui est attaché, qui a le sang bordelais. Donc, dans un projet de remontée, vous le savez comme moi, c'est quand même hyper important d'avoir des joueurs pleinement investis. Oui. En vrai, c'est vrai que, honnêtement, vas-y, Loris. Je finis juste. Mais en fait, je pense que le combat, il va se faire surtout au milieu de terrain pour nous, parce qu'on va se retrouver normalement en surnombre, vu qu'on joue à 4 au milieu de terrain avec, j'espère, le retour de l'Aubry, parce que l'Aubry peut être le facteur X, parce qu'il est, c'est le joueur le plus intéressant de ce début de saison, avant qu'il y ait toutes les recrues. Mais l'Aubry, aujourd'hui, c'est indispensable au milieu de terrain. À voir avec qui on jouera en 6, mais Mouton, je pense qu'il jouera. Bouchouari et du coup Chambaud. Pour moi, c'est les 4 au milieu de terrain. On risque d'être en surnom au milieu de terrain. Et il faudra bien l'animer, ce milieu de terrain, pour, comme disait Leïla, les faire courir.
parce que je suis pas sûr qu'ils ont eu une opposition de ce style face à des milieux assez techniques. C'est ce que disait, normalement. c'est ce que disait Gino. Bordeaux Il n'a y a pas pas eu eu- encore ce genre d'équipe en face. Après, attention, hein, on a un seul match référence, nous, pour l'instant, à notre actif, c'est contre Bastia. Et Bastia, Contre Valenciennes, je trouve qu'il est assez, c'était assez mieux. intéressant aussi. Le plus abouti, c'est Bastia. C'est la conclusion, mais Valenciennes, il y avait des prémices déjà. Et pour vous, du coup, est-ce que vous attendez quand même une réaction du jeu? Oui. Une autre Honnêtement, mentalité, oui. une autre... Honnêtement, ce qu'il va falloir, c'est encore faire un gros match. Loris, tu disais que tu attendais le retour de Victor Lebris, ça va quand même être compliqué pour qu'il soit là. Ça penche plutôt sur Grenoble, son retour. Parce que comme c'est une entorse, le temps qu'il reprenne vraiment correctement. Parce que j'ai cru le voir rejouer Après, avec c'est entraîné. avec les il a repris la course. Alors ça, il avait les chaussures de foot, donc je crois qu'il jouait vraiment avec le groupe. Hein. Ouais, après, tout dépend, mais je suis pas sûr qu'ils vont vraiment prendre le risque, parce que vu comment c'est un joueur qui est quand même assez important, je pense qu'il vaut mieux pas prendre le risque de peut-être le mettre sur le banc, et si jamais tu peux le faire rentrer genre 20 minutes tranquillement, mais je pense pas qu'il sera titulaire. Après, honnêtement, il va falloir faire un gros match. Hein. On attend le milieu de terrain. Honnêtement, c'est là que ça va jouer. Ça va être dans ces espaces-là, être capable d'aller d'être vraiment partout, de vraiment harceler nos adversaires, y aller vraiment avec le pied, avec cette volonté de récupérer le ballon. Ce qu'on a vu clairement contre Bastien, hein. C'était vraiment un milieu de terrain qui doit travailler, qui va vraiment travailler. Et voilà, et puis devant l'attaque, moi j'espère voir Wadji Crasso, honnêtement, parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant cette attaque-là face à cette défense les centraux à Bordeaux, c'est lent ou... Ils prennent pas de but déjà. Mais est-ce que c'est lent? C'est pour la gestion de la profondeur? Alors Gino, si tu as la réponse. Non, pas forcément, parce qu'on a un joueur comme Junior Manga, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui compense énormément et qui est plutôt très bon là-dessus. Après, on a Johan Barbet qui fera son premier match, axe gauche. Donc lui, il va être scruté et on va voir dans quelles conditions il va arriver. C'est ce que je vous disais, dans l'axe, quand on démarre sur un match comme ça, on va peut-être avoir tout le côté gauche qui va démarrer son premier match avec Simba et Barbet. Donc même si ce sont des joueurs d'expérience et ça peut compenser autres plein de choses sur ce modèle-là, il va falloir voir comment ça va pouvoir se gérer face à Saint-Etienne qui a déjà, avec des joueurs en face, qui ont déjà pas mal de matchs derrière eux. Surtout qu'en plus, nos points faibles à nous sont sur les côtés, c'est-à-dire les deux rôles de piston. Et à savoir que Bordeaux va jouer avec un latéral et un ailier, donc c'est-à-dire en surnombre. Donc s'ils arrivent à bien jouer les surnombres sur les côtés, ça va être compliqué pour Masson et Palencia. Ça va être aussi un match dans le match là-dessus. Parce que les milieux de terrain vont faire beaucoup de prises à deux du coup. Il va falloir qu'ils redescendent vraiment bien sur le côté. Ça sera au milieu la clé de toute façon. Hein. À nos relayeurs de faire des efforts sur les côtés. Ouais, mais ça risque d'être compliqué, surtout dans les milieux, sur les côtés des latéraux. Alors messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions pour Gino? Alors je pense qu'il a été assez complet quand même dans son analyse sur les Girondins de Bordeaux. Donc grosse équipe, hein. Ça va être un match très très compliqué. Bordeaux arrive en confiance, mais je pense que c'est un match, c'est un bon match pour, on va dire, pour pas dire se relancer, mais confirmer notre bonne dynamique. Voilà, on sort une victoire à nul à l'extérieur. Et là, il va falloir enchaîner à domicile. Donc c'est vraiment une équipe à prendre maintenant. Et pourquoi pas commencer un peu à élever notre niveau. Et pareil, pour nous, on n'a pas été encore confronté à une équipe comme ça, qui joue quand même, parce qu'ils ne sont pas premiers pour rien, qui joue, qui marque, mais qui ne prend pas de but. Donc là, on va voir si notre ami Crasso est à la hauteur de toutes ces belles promesses qu'il nous a fait. Oui, mais il faut. Et je pense que les joueurs le savent. C'est le match à gagner pour justement espérer quelque chose. C'est pour ça que quand on dit est-ce que c'est un match capital, alors capital dans le sens où ça peut te mettre vraiment en confiance et ça peut commencer à enclencher une série positive avec un troisième match sans défaite. En fait, ça dépend comment tu le prends et ça dépend comment
dans quelles conditions tu te mets pour ta saison. Est-ce que toi tu penses, enfin, est-ce que toi tu te dis que tout est possible et tu dis que tu peux te faire une saison à dire que peut-être que tu vas jouer les 5 premières places, ou alors tu joues le ventre mou. Si tu pars du principe que tu joues le ventre mou, tu perds. On va dire que c'était normal parce qu'ils sont sur une euphorie. Ou alors tu le vois et tu es exigeant et tu veux une belle saison de ton équipe et tu te dis mesure-toi et fais le meilleur match possible, quoi. C'est ça. Ça dépend comment tu le vois. Pour moi, c'est l'affiche de la Ligue 2. C'est à domicile. Faut pas interdit. Moi, Bordeaux n'a pas eu aussi d'opposition jusque-là. Ça a plutôt planté, d'accord. Ça reste une équipe jeune qu'il faudra frustrer, je pense, au milieu de terrain, vraiment leur confisquer la balle. Parce que, à la différence, c'est vrai que Bordeaux, ça va quand même très vite. En transition, ça part très vite. Et je pense que si on arrive tout de suite à être au milieu, au contact et étouffé, on peut aussi faire déjouer Bordeaux. Hein. Bordeaux, on peut les faire déjouer, moi, je pense. Hein. Mais je pense qu'il faudra une double pointe devant pour vraiment gêner derrière les relances d'entrée de jeu. Ouais. Et je pense que l'intensité que vous mettrez sera capitale, notamment dans les 30 premières minutes. Si vous êtes en capacité de nous mettre beaucoup d'intensité dans le milieu de terrain et vouloir contrôler le match et imposer votre jeu, c'est là où on verra si nous, on est capable. Et si vous, à l'inverse, vous allez pouvoir nous imposer un peu votre jeu. Oui, tout à fait. Et pour le coup, alors je reviens, si on arrive, ça sera un quatrième match sans défaite. Il y a une série en cours. C'est quand même une série. Mais Bordeaux voudra s'embrécher si on fait un début de match faiblard, qu'on n'est pas dedans. Bordeaux va se régaler parce qu'ils vont le sentir. Et il faut absolument bien rentrer dans ce match. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Avec parce cette qu'on a envie d'aller chercher les top 5, c'est ça. De vouloir imposer sa patte Ligue 2. Et même Batles ne veut pas passer pour un naze qu'il n'est pas. Et il va vouloir aussi, lui, marquer un coup, je pense. Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est le genre de match aussi qu'on a eu certaines fois dans la saison et on a paru assez serein dès qu'on a vu que l'adversaire en face était peut-être en difficulté et qu'on avait l'ascendant. On a une certaine assurance qui s'est dégagée malgré que l'équipe soit assez jeune. On arrive quand même à être assez solide par rapport à tout ça. Et la jeunesse, c'est vrai que ça va très vite dans les deux sens. C'est vrai que s'il y a une euphorie et un début de match confiant, la jeunesse peut très bien être insouciante et vraiment intenable, hein, parce que des fois, tout s'embrique bien. Mais cette jeunesse, si tout de suite tu les mets un peu des tampons, des 20-25 premières, que tu es agressif, que tu es bien placé, ils vont peut-être s'agacer, ils vont peut-être perdre le fil, tu vois. Ça peut... Alors, tu vois, ça va être un super test. Hein. Gino, tu disais tout à l'heure, Maja, il n'aime pas le combat. Pas de chance pour lui, il va avoir deux clients. La personne de Briançon et Giraudon. Ça va être, il va passer, je pense, un match assez compliqué niveau physique. Et puis surtout, Briançon, il adore ça, hein, le défi physique, il adore. Ouais, mais c'est là où c'est intéressant parce que c'est à lui aussi, Josh Maja, de savoir se détacher de ces joueurs-là et de jouer sur ses qualités. Et attention, parce qu'il est plutôt en confiance, Josh, et autant face au but que plutôt dans la passe. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur passeur, je crois, à égalité de Ligue 2, déjà, avec 3 passes décisives. Donc, il est capable de remiser pour les autres. Après, voilà, si il rentre et que les Stéphanois, on va dire, prennent le dessus sur les duels et le prennent vraiment bien à ce niveau-là, il lui impose un combat physique, notamment avec les défenseurs centraux, c'est là où il peut être plus en difficulté sur le match. Ça sera une opposition aussi intéressante sur ce niveau-là. Et puis, tu vois, un truc tout con, mais au football, je ne sais pas ce qui se passe, et alors à Saint-Etienne, je n'en parle pas, mais à Bordeaux, il y a un gardien peut-être un peu fébrile, une corde sensible, et moi je dis en consigne, on frappe dès 30 mètres, les gars. On fusille, on allume. Au foot, on n'ose plus frapper en dehors de la surface. Faut oser, c'est ce que faut avoir du culot, faut tenter, faut frapper. T'as un gardien, voilà, peut-être un peu bancal, là tu t'allumes. Est-ce que c'est pas aussi ça, des fois, peut-être une clé aussi, si, ça peut être une clé de frapper. Si t'as un bon angle, tu te sens, faut se libérer des fois. Tu sais, il y a des matchs, faut pas tout de suite s'en tenir à faire des petites passes. Si tu te sens, tu vois l'angle, tu te dis bon, allez, je tente. Tente. Hein. Moi, de toute façon, je reprocherai jamais à nos joueurs de tenter, même si c'est à 30 mètres du but.
Il avait l'angle, il va y aller, vas-y Moula. Tente. Vincent, j'aimerais bien avoir ton avis sur le match. Comment tu le ressens? On va avoir quelques indicateurs parce qu'on va avoir droit à une opposition digne de ce nom qui en plus est dans une bonne dynamique. Pourquoi est-ce que ça marche à Bordeaux maintenant? Parce qu'ils ont fait partir un petit peu, comme Saint-Etienne a fait partir certains joueurs qui n'avaient plus trop leur place dans l'effectif, mais aussi parce que Guillaume, c'est pas un pompier de service. Hein. Quand ils l'ont pris, ils se sont trompés en janvier dernier. Guillaume, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur d'effectifs avec des joueurs qui l'apprécient. Donc c'est pour ça que là, vu qu'ils étaient bloqués par rapport à l'enregistrement des joueurs, ils ont fait jouer les jeunes hein, et ils ont montré de belles choses et tant mieux pour eux. Et il faut le souligner parce que je trouve qu'en Ligue 2, parfois, on ne fait pas assez jouer les jeunes, hein, mais ça engage que moi dans certains clubs. Ça va être une belle opposition. J'ai envie de voir du foot déjà. J'ai pas envie de voir une parodie avec de la baballe qui fait semblant. Mais je pense pas qu'on y ait droit parce que Batles, il a envie de revenir sur ses préférences à lui, en se disant qu'on l'a montré une fois contre Bastia, on est capable de le faire, et maintenant il faut taper du poing sur la table, tu es chez toi, donc il faut montrer que tu dois décider du match seul, sans intervention de carton rouge ou d'arbitre en carton ou peu importe. Et Bordeaux doit confirmer aussi pour rester à cette première place qui est justifiée. Donc j'ai quand même envie de voir un spectacle et des idées qui vont se contrer de part et d'autre. Hein. Batles, on en a pas parlé, mais il a quand même il était tendu, quoi. Je sais pas si vous avez vu l'image à la fin du match où il prend la bouteille et il l'explose complètement par terre. Tout à fait. Il y a Valenciennes de perdu que tu dois gagner à peu près 9 fois sur 10 ce match. Et peut-être qu'il voulait arriver avec des meilleures dispositions contre Bordeaux. C'est sûr même, il serait bien vu à 9-10 points. Mais voilà. Après, moi, j'aime bien cette attitude. Écoute, bon. Ah non, mais c'est un entraîneur moi qui me plaît dans ce qu'il veut mettre en place. Mais est-ce que peut-être qu'il s'en veut pas de je sais pas à la fin, mais de le voir énervé comme ça, parce que il explose pas la bouteille direct au coup de sifflet final. Hein. Il se passe 2 minutes et il prend la bouteille, il l'explose complètement par terre. Alors, je sais pas. Peut-être qu'ils se fait un film en 30 secondes du match ou les 2 coups francs, peut-être tirage ou. Donc c'est pour ça. Le carton rouge, peut-être que Green là, il veut le fusiller, peut-être à ce moment-là. Est-ce que peut-être que voilà, il réalise que il s'est trompé sur quelques choix, il s'est trompé dans le timing, mais on va en parler. On en parler un petit peu après. D'abord, nous avons un résultat du sondage, mon ours. Gros résultat. Ours. Même de connexion, peut-être. Ça y est, il s'est fait la malle, il est parti au lit, oui. Ouais, ça y est. Mince, excusez-moi, j'avais oublié de d'activer mon micro. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur. Donc à la question, Saint-Etienne, Bordeaux, est-ce déjà un match capital dans la saison? Donc oui, à 75%. Pas encore, donc pour le résultat, donc pas encore à 23%. Et non pour seulement à 2%. Il y a Papa Guéno qui nous dit évidemment si on gagne la montée est jouable. Alors bon, monter pour moi est injouable, hein, mais son avis la montée est jouable si on gagne. Et sinon c'est le maintien, c'est déjà la 8e journée. Il y a Sir Alex Landon qui nous a mis capital, mais capital pourquoi? Si c'est pour rêver d'un léger espoir de montée, l'enchaînement Bordeaux et Guingamp est capital. Si c'est juste pour sortir de la zone rouge, c'est capital depuis le début de saison. Il y a Casséguénon qui a aussi mis capital, surtout niveau mental perso. Notre dispositif est compliqué à mettre en place. On a de bons joueurs et si on bat Bordeaux, la place est à notre portée. Merci mon ours pour le résultat. Alors pour répondre, alors non, le dispositif n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir. Si tu as les joueurs, le dispositif va fonctionner. Et les joueurs, on les a. On a la chance de les avoir.
Mais est-ce que le dispositif-là va durer dans le temps? C'est ça la vraie question. Et ben ça, malheureusement, seul l'avenir. Est-ce qu'il va s'y tenir? Parce que les matchs amicaux, c'est pas du tout ça. Le premier match non plus, c'est pas du tout ça. Parce que lui, c'est son truc, c'est le 3-4-3. Est-ce qu'il a pas recruté des joueurs pour? Je sais pas. Justement, messieurs, si nous sommes dans la tête du coach, que faisons-nous pour Bordeaux en termes de composition d'équipe? Moi, je joue à 4 au milieu déjà. À 4 derrière, moi. Non, je change pas le système à 3. Pour moi, je garde un peu le même système, mais je mets plutôt, on va dire, dans l'esprit, je mets 2 attaquants et un 10. Je fais une espèce de 3-5-2 en fait. Parce que du coup, devant, je pense qu'il va aligner Wadji et Crasso. Oui, c'est l'idée, je pense. Oui. Ça me paraît logique. Oui. Et donc, on serait sur un milieu en losange. Donc, avec 2, 6, 8 et un 10. Donc, Mouton, Bouchoirie. À 2 devant, t'es pas à losange si t'es à 3 derrière. Ouais, c'est ça. T'es à 3 au milieu, ouais. Ouais. Et c'est le problème que je voulais aborder, c'est que quand tu vas avoir tout le monde de disponible, qui c'est que tu fais de jouer à 4. T'es obligé. C'est mal de tête. C'est ça la question. Parce que là, entre Chambost, Lobry et Bouchouari, parce que pour moi, Wonkondoui, il va être placé en 6 et il n'est pas venu pour faire banquette, on est d'accord? On est d'accord. Donc la place de 6, elle est réservée, entre guillemets. Mais au milieu, le 4e, le con de l'histoire au final, c'est qui? C'est ça la question. Et je suis incapable de répondre. Et je souhaite bien du courage à Batles pour trancher parce que ça va pas être évident. Hein. Moi, je le vois vraiment bon conduit, Bouchoirie, Lobry et Chambaud. Pareil. Moi, je le vois comme ça. Mais après, tu peux pas mieux faire. Si tu joues à 4 au milieu, et de toute façon, moi, je suis persuadé depuis le début du championnat que lui, c'est à 4 qu'il veut, parce que sinon, il n'aurait pas recruté encore mon conduit. Parce que tu pouvais très bien rester sans mon conduit. Et après, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Peut-être que ça a été fait pour faire faciliter l'arrivée de Dreyer. Ça, c'est une chose aussi. Mais ce qu'il veut, c'est jouer à 4. Il veut avoir le monopole au milieu. Tout passe par le milieu. Si tu joues à 4, tu te donnes les cartes en main. Après, à voir. Parce que si tu joues à 4, tu peux jouer à 3 devant. Hein. Attends. Si tu joues en 3-4-3, c'est ça en fait. Sur les côtés, donc tu mets qu'une seule pointe et tu mets Crasso ou Wadji? C'est ça la question. Alors, moi je mets Wadji. Alors, moi, j'ai toujours pensé que, et ça ne. Je comprends que ça puisse choquer. C'est-à-dire que pour moi, je pense que Crasso ne peut pas jouer 9 tout seul. Je pense. Ça, c'est que mon avis. Je pense que si tu le mets dans un système modulaire, hein, faut pas vraiment se fier que à ce que tu mets sur la composition d'équipe, mais si tu le mets sur le côté droit avec un autre sur le côté gauche et Wadji, si les trois tournent et que tu as des oui. Je pense que c'est possible. Après, à voir. Ouais, mais je comprends totalement ce que tu veux dire et je l'imagine aussi et ça reste cohérent, on est d'accord. Mais par contre, sur les couloirs, il va falloir que tu demandes des efforts défensifs à Crasso. Ouais, au milieu de terrain, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Tu risques quand même de prendre la sauce sur les côtés, à mon avis. Hein. C'est le risque, mais toi, je pense que tu avais peut-être analysé quand 3 jouait, quand il gagne le titre, il joue ce format-là, si je dis pas de bêtises, avec un milieu en losange et deux ailiers et un attaquant. Normalement, c'est ça. Hein. Et à voir comment il l'a animé. Les joueurs de couloir, c'était Saint-Louis et après le mec à gauche, je ne me rappelle plus. Mais c'était des vrais ailiers. À voir comment tu l'organises, ce schéma-là. Mais il part à Saint-Etienne, enfin, il commence à Saint-Etienne avec ce schéma-là. Il le fait contre Dijon. Si, je pense, contre Dijon, ça se passe très bien et que tu ne prends pas vague sur vague, je pense que le système-là, c'est le système qu'on aurait aujourd'hui. Donc, on sortirait donc Masson Palencia du 11. Moi, ça me dérange pas du tout. Et on mettrait du coup devant Wadji, Crasso et un mec à gauche. Cafaro. Cafaro, oui. Ouais. Oui, à gauche. Ouais. Parce que Cafaro, je le vois pas dans l'axe en fait. Non, mais en tant que deuxième attaquant, oui.
Et j'ai du mal. Ouais. Peut-être qu'il serait meilleur à animer à un côté, je pense. Après, écoute, en tout cas, au milieu de terrain, il a les joueurs pour faire ce qu'il a envie. Voilà, c'est ça. Il a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui. Tout à fait. Comme on disait, il a du choix. Il va se tirer le peu de cheveux qui lui reste. Mais effectivement, est-ce que tu sors Mouton? Est-ce que tu laisses mon conduit tout seul en 6? Est-ce que tu mets plutôt Mouton, Bouchoirie et mon conduit? Voilà, il a beaucoup de possibilités. En fait, c'est tellement du gâchis de s'en passer d'un pour dire que il faut. Enfin, c'est compliqué. Non, mais tu vois, en ce moment, t'as pas l'Aubry. Tu peux tenter mon conduit en Suisse et tu mets tes 2 relayeurs au-dessus. Et les 2 Bouchoirie, avec quelqu'un dans son dos qui va rattraper les plâtres, je pense que Bouchoirie, il peut vraiment exploser contre Bordeaux. Il peut vraiment aller. Mon conduit, si tu veux, c'est un joueur qui il se projette moins. C'est le milieu de terrain qu'on a qui se projette le moins. Du coup, si tu restes avec mon conduit en vraiment sentinelle devant ta défense, derrière, ça va peut-être libérer, et c'est sûr, Bouchoirie et l'Aubry qui vont pouvoir prendre le jeu à leur compte, quoi, tout simplement. Parce que beaucoup l'imaginaient l'Aubry en 6, mais ça c'est du gâchis de mettre l'Aubry en 6 parce qu'il a tellement un abattage super complet. Pas un 6, hein. Un 6. Gâchis, hein. Ah oui, c'est du gâchis. Je suis totalement d'accord avec toi, Vincent. Un 8 axial, sinon. Mais voilà, pas mais trop mon conduit, pour moi, je l'ai toujours vu. Enfin, après, il a joué beaucoup en double pivot à Amiens, si je ne m'abuse. Le problème, c'est que je l'ai jamais vu. Enfin, moi, je l'imagine pas en 6, un vrai 6, dans ce système-là, avec 3 milieux devant lui, quoi. C'est-à-dire le poste qu'occupait Tardieu à 3. Il faut un mec propre, un mec clean qui te sort les ballons assez facilement sous pression. Bon, messieurs, en tout cas, on a le choix pour une fois. Oui. Ce que je vous propose, c'est de passer au pronostic. Donc nous allons faire un tour de table. Du coup, j'accueille notre ami Albert qui nous rejoint pour la partie pronostic. Et on va commencer par mon snow. Saint-Étienne-Bordeaux, pronostic. Eh bien, écoute, je vais dire un 2-1 pour Saint-Étienne. Ok, mon ours. Écoute, moi je vais donner d'abord les pronos des auditeurs. Vas-y. Donc il y a, je vais pas dire celui d'Albert parce qu'Albert l'avait mis en sous le tweet, mais du coup je vais le laisser le dire à l'oral. Mais il y a Panthère SS qui nous a mis de partout, mais surtout pas de défaite, sinon on les revoit plus, ils auront 13 points d'avance. Et puis pour ma part, je vais mettre une victoire 2-1 de la Saint-Étienne avec un but de Jean-Philippe Crasso et un but de Wadji. Leïla, je vois que tu as ton micro ouvert. On va dire le prono du cœur, une victoire, 3 points. Oui. Et 2-1 pour la SS avec un penalty de Pintor et un but de Crasso. Penalty de Pintor, ok. Comprends. Ambitieuse. Comprends. Loris. Défaite 2-0. Ah ouais. Défaite 2-0, ok. Albert. Je les vois. Est-ce que vous me recevez? Oui, vas-y. Oui. 5 sur 5. Je les vois s'effondrer face à la pression. D'accord. Albert. Oui, bonsoir à tous. Salut Albert. Bonsoir Albert, salut. Salut Albert. Moi j'ai mis 3-1. Oui. Parce que je suis toujours optimiste. Sachant que je ne considère pas ce match comme capital. Dans la mesure où je suis toujours dans l'idée d'une montée en 2 ans et que nous sommes toujours en phase de reconstruction. Donc, même si on perdait contre Bordeaux ce week-end, ça n'entamerait pas l'objectif. Mais t'aurais pas encore le sentiment d'une sensation un peu plus morose, où vraiment là, tu décroches le wagon, quoi, clairement, quoi. T'aurais pas peur de ça, justement? Oui, très clairement. Mais il y aurait pas le feu au lac dans la mesure où notre objectif n'est pas officiellement, n'est pas la montée. Je rejoins ton avis totalement. Il n'y en a que 2 qui en rêvent de la montée en une saison. Donc, c'est bien que tu sois cohérent et logique, c'est bien.
Oui, mais j'ai l'impression, et vous avez raison tout à l'heure quand vous avez parlé de cette fameuse bouteille, j'ai l'impression que Batles y croit toujours. Hein. Mais bien sûr qu'il y croit. Et tant mieux. Et tant mieux. Et oui. Et tant mieux. Mathématiquement, écoute. Bon. Non, c'est pas faux. Monter, par pitié. Arrêtons avec ce mot monter. Et pourquoi, Vincent? Pourquoi? Parce que c'est pas d'actualité. Mais l'actualité, c'est pas quelque chose que tu subis. L'actualité, elle vient en fonction de ta saison que tu produis. Si l'actualité fait que Bordeaux, tu gagnes et que tu te rapproches, tu grignotes 3 points au leader. Ouais, mais tu mets de faux espoirs. Si casser la bouteille Batles à la fin du match, c'est parce que tu te dis que tu as un match qui est à portée, que même si t'es pas bon, tu as la capacité de le gagner et que ce carton rouge, il te met dans la merde parce que l'autre, il sort en travers. C'est tout. Oui. Mais par pitié, arrêtons avec cette montée. Il y en a que 2 à la tête du club qui pensent à cette montée. Moi, je dis qu'il faut s'interdire au carré. Et qui sont absents. Non, je crois que Batles y croit encore. Il est compétitif. Messieurs, on va finir les pronostics qui commencent à se faire tard. Vincent, et après je finirai par Gino et je clôturerai la partie pronostic. Vas-y, mon Vincent. Une victoire 2-1 ou 3-2. Ok. Et mon Gino. Ouais, écoutez, vous me faites un peu peur là parce que je l'ai dit dans le talk de Web Girondin et moi aussi j'ai pronostiqué un 2-1 pour Saint-Etienne. Donc j'espère me tromper, bien sûr. Mais je vous vois plutôt gagner ce match. Ok. Écoutez, moi, messieurs, je vais couper la poire en deux et je vais dire un match nul, un partout. Voilà. En tout cas, merci à Gino pour avoir répondu présent à l'invitation. Merci à Leïla. Merci à Albert. Merci à vous. Qui fait sa petite apparition. Merci vraiment, c'était un plaisir de vous écouter. En plus, j'en ai appris encore un peu plus sur Saint-Etienne et c'était un vrai plaisir, un vrai régal d'être avec vous ce soir et je vous remercie pour l'invitation. Écoute, au plaisir et n'hésite pas. Messieurs, merci à tous. Merci Vincent, comme d'hab. Je vous souhaite à tous une belle fin de soirée et je vous dis allez les Verts. Salut tout le monde, à la prochaine. Bonne soirée.